Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la cité perdue. Une grave sécheresse en Irak a récemment révélé les ruines d'une ancienne cité datant de 3400 ans. Cette ville a été construite sur les rives du Tigre et de l'Euphrate par l'Empire Mitanni qui a dominé des parties de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie actuelle de 1550 à 1350 avant notre ère. Avant la baisse du niveau des eaux, l'archéologue kurde Hassan Kassim avait eu l'intuition que la ville serait révélée en raison de la chaleur extrême. Les parties de la ville antique avaient émergé plus tôt, en 2018, mais ont disparu de nouveau très vite sous les eaux. Mais cette fois-ci, Hassan a organisé un groupe d'archéologues pour fouiller les ruines dès qu'elles ont été révélées. Ils ont pu travailler pendant 6 semaines à raison de 10 heures par jour pour apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur l'endroit. Hassan et son équipe pensent que la ville s'appelait Zakikou, comme le mentionnent les textes anciens. Le site s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares et était à l'origine entouré d'immenses murs fortifiés. Les chercheurs ont découvert un complexe industriel à l'angle de la ville et qui servait très probablement à forger des objets du quotidien en bronze. Ils ont également découvert un bâtiment de stockage qui servait probablement à stocker les céréales. Mais au cours de la dernière semaine de fouilles, l'équipe a fait la découverte la plus impressionnante. Enfouis sous la surface sèche du lac, ils ont mis au jour des récipients contenant plus de 100 tablettes d'argile. Ces tablettes sont couvertes d'écritures cunéiformes, la forme d'écriture la plus ancienne du monde, et remontent à peu près à l'époque où la ville a été détruite par un tremblement de terre en 1350 avant notre ère. Et suite à la destruction de Zakikou par cette catastrophe naturelle, l'Empire Mitanni fut très rapidement vaincu par les Assyriens. Le dolmen de Guadalperal. En 1963, la construction d'un barrage et d'un réservoir ont entraîné la submersion d'un site archéologique plus qu'important en Espagne, à savoir le très fascinant et très mystérieux dolmen de Guadalperal. Ce monument mégalithique est resté caché pour la première fois depuis 7000 ans lorsqu'il a été entièrement submergé par l'inondation causée par le projet de construction. Le dolmen se trouvait près de la ville de Cáceres bien avant l'avènement des civilisations humaines. Le consensus général est qu'ils ont été construits par des nomades de l'âge de pierre, bien que certains spécialistes critiquent ces théories en raison de la complexité et de la lourdeur d'une telle entreprise pour de simples nomades. Il ressemble au Stonehenge anglais, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Stonehenge espagnol. Alors là, c'est un surnom très créatif. Mais oui, c'est clair. La véritable fonction du dolmen reste un véritable mystère, ce qui laisse les chercheurs dans l'expectative. Il aurait pu servir de site astronomique ou faire partie d'un calendrier solaire. Composé d'environ 140 blocs de pierre disposés en cercle, on suppose qu'il s'agissait à l'origine d'une tombe, comme c'est souvent le cas pour les dolmens. Ou bien c'est la réponse la plus facile pour des archéologues paresseux. Cependant, il pourrait avoir une double fonction en tant que temple solaire, mêlant signification religieuse et économique, étant donné sa position centrale autant que carrefour commercial pour les communautés de l'âge de pierre. En gros, les différentes tribus nomades se seraient réunies autour du dolmen pour faire du troc. Malheureusement, les scientifiques ont eu du mal à l'étudier au cours des 6 dernières décennies en raison de son immersion. Mais par un fascinant retournement de situation, une grande sécheresse en Espagne a dévoilé le Stonehenge espagnol, l'exposant dans son intégralité pour la toute première fois depuis près de 60 ans. Ángel Castano, un habitant de la région, a entendu parler des dolmens toute sa vie et a même vu la pointe des plus hauts mégalithes au cours de certains étés chauds. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a enfin pu admirer le monument dans toute sa splendeur lorsque l'eau s'est retirée. Et la véritable fonction du dolmen de Guadalperal reste un sujet d'intrigue. S'agissait-il uniquement d'un tombeau ou d'un ancien observatoire? Si vous avez des théories, j'aimerais bien les savoir. La Grande Famine. La Grande Famine est l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité. Elle a commencé en 1315 et s'est poursuivie jusqu'en 1321. Entraînant une famine généralisée, une augmentation de la criminalité et même une montée inattendue du cannibalisme. Les scientifiques considèrent qu'il s'agit de la plus grande famine qui ait frappé l'Europe au cours du dernier millénaire. Et après la famine, une nouvelle catastrophe est apparue, la peste noire qui a décimé l'Europe du Nord entière. Oui, c'était vraiment la joie à l'époque.
Ça fait beaucoup là, non? La combinaison de la Grande Famine et de la peste noire a entraîné une réduction significative de la population de tout le continent. Entre 1315 et 1353, près de la moitié de la population a péri. Et les scientifiques pensent que ces deux calamités ont été partiellement causées par une phase soudaine de réchauffement rapide du climat. Des chercheurs de plusieurs institutions ont récemment publié leurs conclusions dans la revue Climate of the Past. Ils ont constaté que les conditions météorologiques qui prévalaient entre 1302 et 1307 étaient étonnamment similaires à celles qui ont débuté en 2018. Ce sont ces mêmes conditions météorologiques qui ont entraîné la découverte de toutes ces choses bizarres pendant la sécheresse actuelle. Les chercheurs ont examiné des documents historiques provenant d'Europe et d'autres parties du globe. Ils ont constaté qu'après 1302, la chaleur a ravagé une grande partie du monde. La sécheresse a sévi en Europe et le niveau du Nil est tombé à un niveau extrêmement bas. Puis, la famine s'est installée, mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'après la fin de la sécheresse, le monde, et le continent européen en particulier, est entré dans ce que l'on appelle le petit âge glaciaire. Les températures ont chuté et les glaciers ont commencé à grossir. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour notre époque moderne? Les scientifiques n'ont pas vraiment de réponse précise sur ce que l'avenir nous réserve. Mais ils ont déclaré que ce qui se passe aujourd'hui est très similaire à ce qui s'est passé il y a 700 ans. Il se pourrait que les chaleurs extrêmes soient suivies d'une période glaciaire soudaine, même si cela ne semble pas très plausible. Mais il se pourrait également qu'il n'y ait aucune corrélation. Pierre de la faim. Pour la première fois depuis très longtemps, les rives asséchées d'Europe ont révélé des pierres de la faim. Les pierres de la faim sont des roches qui ne sont visibles que lorsque les rivières atteignent des niveaux d'eau dangereusement bas. De temps en temps, le niveau de l'eau baisse et les pierres de la faim apparaissent comme un avertissement menaçant d'un danger imminent. À l'époque médiévale, les pierres de la faim permettaient de savoir quand la sécheresse était devenue si grave que les mauvaises récoltes et la famine n'allaient pas tarder à arriver. Et la plupart des pierres de la faim sont de simples rochers dans des rivières ou bien sur des ponts sur lesquels ont été gravés des dates et des avertissements. Certains sont même gravés avec les détails macabres d'événements spécifiques. La pierre de la faim la plus célèbre d'Europe se trouve dans la ville tchèque de Děčín, située très près de la frontière allemande et est l'une des plus grandes pierres de la faim au monde. Elle porte l'avertissement le plus troublant que l'on puisse imaginer. L'inscription est en allemand, mais elle se traduit en français par « Quand vous me voyez, pleurez ». Alors là, ça met tout de suite dans l'ambiance. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? L'inscription sur la pierre remontait à 1616, date à laquelle l'Europe a connu une nouvelle sécheresse paralysante qui a provoqué un désastre généralisé. Près du village de Trebač, le long de la Spree, une autre pierre de la faim porte l'inscription suivante. Lorsque vous reverrez cette pierre, vous pleurerez. L'eau était si peu profonde en 1417. Mais de temps en temps, les sécheresses se produisent, on ne peut y échapper. Et au fil des siècles, la plus ancienne pierre de la faim connue en Europe a été entièrement gravée pour indiquer une sécheresse en 1115. Il en est fait mention dans les archives historiques de la ville de Pirna, en Allemagne, mais personne ne sait où se trouve aujourd'hui cette pierre. Vestiges de la guerre civile. Le fleuve Mississippi, qui s'étend sur 3700 km, est actuellement, et par actuellement j'entends ce moment même, confronté à une sécheresse intense. Le fleuve, qui ressemble davantage à un fossé peu profond en raison de la baisse rapide du niveau de l'eau, dévoile des éléments du passé de l'Amérique. C'est dans ce paysage desséché qu'un corps a été découvert, à côté des vestiges d'un ferry de la fin du 19e siècle. Et plus récemment, le collectionneur de reliques, Riley Bryant, est tombé sur un trésor inattendu. En marchant le long de la rive asséchée du fleuve, il a trouvé de précieuses reliques de la guerre de sécession. Riley a déterré une plaque de boîte à cartouches, des balles et une boucle de ceinture. Ces objets peuvent sembler anodins, mais leur valeur historique est incommensurable. Ces trésors ont été découverts sur le site de Fort Pickering, une base utilisée par les soldats confédérés et les soldats de l'Union pour le transport des marchandises le long du fleuve pendant la guerre de sécession. La plaque de la boîte n'a pas été endommagée. La boucle de ceinture est dans un état exceptionnel et les balles sont remarquablement bien conservées. Riley a décrit l'expérience comme ayant failli lui donner une crise cardiaque car ces trésors attendaient comme des rochers sur la rive. Par ailleurs, non loin de ces reliques, un corps a également été retrouvé.
Une certaine Crystal Foster, habitante de la région, se promenait tranquillement le long de la rive lorsqu'elle est tombée sur des ossements humains et contrairement à notre amie qui a trouvé les balles, cette dame a dû avoir une véritable crise cardiaque. Cette découverte surprenante a conduit à un examen plus approfondi du squelette qui a ensuite été envoyé au médecin légiste du comté pour analyse ADN. Et les autorités espèrent faire correspondre l'ADN avec celui d'une personne disparue. Mais pour l'instant, l'identité de ces restes énigmatiques reste inconnue, ce qui pourrait constituer une avancée dans une affaire non résolue. Le pan des empereurs. Une sécheresse en Italie a mis au jour les vestiges d'un ancien pan utilisé par les empereurs romains il y a 2000 ans. Pendant 2 années consécutives, l'Italie a vécu les pires sécheresses jamais observées depuis un siècle, avec des températures qui ont battu des records mondiaux. Au milieu de cette chaleur intense, le Tibre manque terriblement d'eau. Le niveau est tombé si bas que l'on pouvait clairement voir les fondations effritées d'un pont qui enjambait autrefois le fleuve. Il s'agit du pont de Néron construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Et comme son nom l'indique, il a été spécifiquement bâti pour le tristement célèbre empereur Néron. Néron utilisait le pont pour traverser le fleuve et se rendre dans ses jardins situés près de la colline de Janicule qui est extrêmement proche de la place Saint-Pierre dans la cité du Vatican. Le pont commença à s'effondrer au début du IIIe siècle et fut remplacé par le pont de Sant'Angelo. À son apogée, le pont Sant'Angelo était bondé de pèlerins venus de tout le monde chrétien pour tenter d'atteindre le Vatican. Et selon l'historien Anthony Majanlati, le pont a été démantelé au XIXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste plus que les ruines de ces 2 piliers. Et en temps normal, à la saison sèche, une partie de l'un de ces ponts devient visible. Mais en 2023, les 2 étaient complètement visibles, l'eau de la rivière ayant dangereusement diminué. La sécheresse a même mis au jour un char d'assaut de la Seconde Guerre mondiale dans le fleuve Po, en Italie. Traces de dinosaures. Une chaleur inimaginable s'est abattue sur le Texas, provoquant l'assèchement des réservoirs d'eau et transformant les chaussées en allées de charbon ardent. Cette chaleur s'est accompagnée d'une sécheresse et qui a d'ailleurs asséché les rivières du parc d'État de Dinosaur Valley, révélant des traces de dinosaures dans le lit de la rivière. Les paléontologues marchent aujourd'hui sur le lit de ces rivières asséchées, mesurant les traces laissées par les dinosaures il y a des millions d'années. Les scientifiques affirment qu'au début du Crétacé, le parc d'État de Dinosaur Valley ressemblait à une autoroute préhistorique. Les traces ont été découvertes au début du XXe siècle, après l'inondation de la rivière Paluxy. Les chercheurs pensent qu'il y a 120 millions d'années, il existait un chemin de sédiments boueux entre les baies du Texas et le rivage d'une mer très peu profonde. Et des dinosaures de toutes sortes traversaient cette zone en grand nombre. Ce couloir a fini par être submergé, préservant ainsi la longue bande de terre qui servait d'autoroute à ces anciennes créatures au fond de la rivière. Mais à qui appartiennent ces traces? Celles découvertes au début du XXe siècle étaient des traces de sauropodes, laissées par d'énormes dinosaures herbivores. Cependant, les traces récemment exposées dans le lit asséché de la rivière appartiennent à un dinosaure de la famille des théropodes, des monstruosités carnivores qui sont trop petites pour être des T-Rex mais qui restent tout de même très grandes. Ces créatures étaient très importantes, même si elles n'étaient pas aussi massives que l'emblématique Tyrannosaurus Rex. Les chercheurs supposent qu'elles appartenaient à l'Acrocanthosaurus, un cousin du T-Rex. L'Acrocanthosaurus mesurait 11 mètres de long et son nom se traduit par lézard à épines hautes. Claude Russell Pensinger. De nouveau aux États-Unis, plus précisément à Boulder Beach, dans le Nevada, l'eau du lac Mead a presque disparu. Et le lac continue de se rétrécir, dévoilant d'étranges découvertes sur son lit fissuré. Et en juillet et août 2022, des restes humains ont été mis au jour à cet endroit précis, ce qui a suscité un mystère perplexe quant à leur identité. Des rumeurs ont circulé suggérant que les restes appartenaient à une victime des chefs de la mafia de Las Vegas dans les années 70. Mais en réalité, la chose est très loin d'être vraie. La victime a été identifiée comme étant un homme de 52 ans, Claude Russell Pensinger, qui avait disparu en 1998. Le bureau du légiste du comté de Clark a confirmé son identité grâce à une analyse ADN. Mais qui était Claude Pensinger et qu'est-ce qui a conduit sa dépouille au fond du lac Mead?
Des documents officiels datant des années 90 révèlent que Claude a disparu alors qu'il pêchait avec son frère. Les deux frères pêchaient dans des bateaux séparés et avaient l'intention de se retrouver à un endroit désigné à la fin de la journée. Cependant, Claude n'est jamais arrivé et n'a jamais été revu. Cette disparition a déconcerté son frère, car Claude était un excellent nageur, un vétéran des gardes-côtes et un militaire de la marine. Néanmoins, son bateau s'est volatilisé et ses restes n'ont été découverts qu'en 2022. Le bureau du légiste n'a pas encore confirmé la cause du décès, ce qui laisse planer le mystère sur les événements qui ont entouré le funèbre sort de Claude en ce jour fatidique il y a 25 ans. La Chine est elle aussi confrontée à la crise mondiale de la sécheresse, alors que les niveaux d'eau du fleuve Yangtze, l'artère vitale du pays, diminuent très rapidement. La région a d'ailleurs enregistré environ 45% de précipitations en moins que d'habitude au cours de l'été 2022, ce qui s'ajoute à des températures records. Et près de la ville de Chongqing, 3 statues bouddhistes datant d'il y a plus de 600 ans sont apparues au fur et à mesure que le niveau de l'eau chutait. On estime à 66 le nombre de rivières entièrement asséchées dans cette partie de la Chine, ce qui souligne la gravité de la situation. Ces statues ont été découvertes sur la partie la plus haute de la petite île récifale et leur origine remonte à la dynastie Ming. Mais fait remarquable, les statues sont restées cachées et personne ne s'est rendu compte de leur existence jusqu'à ce que l'eau se retire. Bien que les détails précis de ces statues ne soient pas connus, on pense qu'elles ont été sculptées par des moines résidant dans les environs il y a plus de 6 siècles. Navires de guerre. La sécheresse de 2022 a révélé une flotte fantomatique de navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale coulés sur le Danube. Plus de 20 carcasses rouillées de machines de guerre allemandes sont devenues visibles près de la ville portuaire serbe de Prahovo. Ces navires ont été coulés volontairement en 1944 par les Allemands qui fuyaient l'avancée des Soviétiques. L'Union soviétique se rapprochait dangereusement et les Allemands ne voulaient pas que ces derniers mettent la main sur les navires. Les nazis ont donc détruit leur propre flotte de la mer Noire et se sont enfuis pour sauver leur peau. Les navires constituent un problème depuis la Seconde Guerre mondiale, et même lorsque la Serbie n'est pas en proie à une grave sécheresse, le niveau de l'eau peut descendre suffisamment bas pour que les navires posent des problèmes. Le trafic fluvial a beaucoup de mal à manœuvrer au-dessus d'un cimetière de bateaux nazis abandonnés. Et la sécheresse était telle que les 20 bateaux ne faisaient pas que sortir de l'eau. Ils sont presque de retour à la surface. On peut voir leurs mâts brisés, leurs pans de commandement abandonnés et leurs tourelles silencieuses. Ils sont également remplis de munitions et d'explosifs, ce qui pourrait s'avérer extrêmement dangereux. L'expédition du général Byrd. La théorie de la Terre creuse est une théorie du complot qui affirme que l'intérieur de la planète est creux. Sous l'enveloppe extérieure de la planète se trouverait un monde secret avec sa propre atmosphère, son propre soleil et ses propres formes de vie. Et la raison pour laquelle personne ne l'a jamais vu auparavant est que les seuls points d'entrée dans le monde creux se trouvent dans les régions polaires. Et les partisans de ces théories, comme Raymond Bernard, qui a écrit d'ailleurs un livre sur le sujet, affirment savoir exactement pourquoi il est si difficile à trouver. L'idée est que les trous permettant de pénétrer dans le monde intérieur s'étendent le long des régions polaires sur plus de 2000 km. Mais les pilotes et les capitaines ne s'y aventureraient jamais par hasard en raison du magnétisme. Leur boussole les inciterait prétendument à suivre les bords des trous comme on longe les bords d'une falaise. Richard E. Byrd est l'un des hommes qui a prétendument franchi le bord et pénétré dans la Terre creuse. Il est parti en expédition dans l'Arctique entre 1939 et 1941. Franklin Roosevelt a lui-même donné l'ordre de cartographier la géographie des montagnes le long de la mer de Weddell en Antarctique. Une base devait être établie dans la baie des Baleines et dans la baie de Nenni. Et les scientifiques étaient chargés de découvrir de nouveaux types de vie végétale et d'en apprendre davantage sur l'environnement antarctique. Mais il n'existe aucune trace de la découverte d'un monde perdu par Richard Byrd. L'expédition en question a été interrompue en raison de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, plus tard, Richard E. Byrd, célèbre officier de marine et explorateur américain, très connu pour ses expéditions en Antarctique, a été associé à la théorie de la Terre creuse et des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles il s'était aventuré au-delà du pôle, dans le grand inconnu, et avait découvert un prétendu portail vers les entrailles de la planète.
Ce portail n'a jamais été revu, et Richard aurait laissé de vagues détails sur sa véritable découverte dans ses journaux, mais aucune copie n'est disponible pour le public. Et la plupart des experts estiment qu'il s'agit d'une théorie farfelue et il est très souvent labellisé de complotiste. La mission secrète de James Cook. En 1768, une bataille épique se déroule sur les océans du monde entier. 5 grandes puissances, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne, rivalisent depuis des siècles pour découvrir de nouvelles terres à conquérir. Et au XVIIIe siècle, ces pays se sont lancés dans une course pour s'approprier tous les nouveaux territoires qu'ils pouvaient trouver. En Grande-Bretagne, la Royal Navy a mis au point un plan secret. Elle envoie un officier de marine expérimenté effectuer un faux voyage scientifique avec pour mission cachée de s'emparer du légendaire continent austral, Terra Australis, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Australie. Et l'homme choisi pour cette opération secrète n'est autre que le célèbre James Cook. Jusqu'alors, on savait très peu de choses sur le continent qui allait devenir l'Australie. 200 ans plus tôt, Fernand de Magellan avait découvert les Moluques, ou îles aux épices, en Asie du Sud-Est, aujourd'hui connue sous le nom de l'Indonésie. Cependant, le vaste océan Pacifique était encore largement inexploré et les cartes très peu fiables. Le capitaine Samuel Wallace avait découvert Tahiti, mais l'Australie et la Nouvelle-Zélande restaient entourées de mystères. La mission officielle de James Cook consistait à suivre la planète Vénus lors de son passage au-delà du Soleil. Des scientifiques de son équipe y travaillaient activement, dans le but de déterminer la distance de la Terre par rapport au Soleil et de calculer ainsi la taille du système solaire. Et d'ailleurs, l'importance de cette mission scientifique est telle que même la France ordonne à ses navires de ne pas interférer avec l'expédition de Cook, ce qui lui permet d'atteindre Tahiti le 3 juin 1769. Et une fois que Cook a quitté Tahiti, les plans ont brusquement changé et la mission secrète a été mise en route. Il navigue vers le sud à la recherche d'une nouvelle terre, passant au total 1052 jours en mer. Il est le premier Européen à dresser la carte des côtes de la Nouvelle-Zélande et de la côte orientale de l'Australie. Et son voyage a finalement confirmé l'existence de la légendaire Terra Australis proposée par Aristote il y a 2300 ans. Mais ce n'est pas aussi simple que cela, car les peuples natifs austronésiens ont habité le continent depuis des siècles. Et le véritable premier débarquement documenté d'un Européen en Australie date de 1606. L'explorateur néerlandais Willem Janszoon a débarqué sur le côté ouest de la péninsule du Cap York et a cartographié environ 300 km de côte. Au cours de son voyage, James Cook est également entré en contact avec les Maoris de Nouvelle-Zélande, une rencontre d'une immense importance historique. Et lorsqu'il rentre en Angleterre en 1771, ses efforts ont permis d'étendre l'Empire britannique d'une manière inimaginable. Et c'est d'ailleurs en quelque sorte grâce à la mission secrète de James Cook que l'Australie est devenue une colonie britannique. La flotte de Zheng He. Et si Christophe Colomb était remplacé comme découvreur du Nouveau Monde par un légendaire amiral chinois nommé Zheng He? Pensez-vous que les gens accepteraient une telle entorse au récit historique établi? Selon certains spécialistes, la Chine aurait découvert l'Amérique en 1421. L'amiral Zheng He a commandé une flotte de 30 000 hommes et 300 navires qui auraient traversé l'océan de l'Asie à l'Amérique du Nord. Cette expédition s'inscrivait dans le cadre d'un vaste plan visant à étendre l'influence de la Chine sous la dynastie Ming. Et selon le chercheur Gavin Menzies, les cartes dessinées par l'amiral Zheng He ont été utilisées plus tard par Christophe Colomb lui-même lors de son expédition de 1492 à la recherche de l'Inde. Même Fernand de Magellan, du Portugal, a navigué à travers le monde avec l'aide des cartes dessinées par des marins chinois, prétendument. Gavin Menzies a passé près de 15 ans à faire des recherches pour son livre sur la découverte de l'Amérique par la Chine. Selon lui, aucun des grands explorateurs européens n'a découvert quoi que ce soit de nouveau. Tout ce qu'ils ont fait, c'est copier ce que les Chinois avaient fait des années plus tôt. Et Menzies n'est d'ailleurs pas le seul à croire en ces théories. Mais il a tout de même énormément d'opposants, comme Geoff Wade de l'Institut de recherche de l'Asie de l'Université nationale de Singapour, qu'il a qualifié de théorie de l'absurde. Néanmoins, il existe des preuves pour étayer ces théories. L'amiral Zheng He,
ou Hadji Mahmoud était un eunuque musulman encore célèbre en Chine pour ses voyages. Il est d'ailleurs l'un des rares à se voir attribuer le titre bouddhique de Sanbao Taijian, ou bien grand eunuque aux 3 joyaux. Il s'est rendu en Afrique australe et a ramené une girafe pour l'empereur. Et les archives historiques montrent sans l'ombre d'un doute qu'il a effectué un voyage épique entre 1405 et 1433. L'empereur Mingzhu Di ordonne à l'amiral de prendre la flotte impériale et d'étendre les frontières de la Chine. Cette flotte, la plus importante de l'époque, transportait tous les espoirs et les rêves de l'empereur. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas non plus, c'est que la marine chinoise du XVe siècle était la meilleure du monde. Le plus grand navire de Zhenghe avait 9 mâts et nécessitait 500 hommes pour le manœuvrer. Il était environ 4 fois plus grand que la Santa Maria de Christophe Colomb. Et pour certains, il existe d'autres éléments de preuve. Certains citent l'ADN des Amérindiens qui présente plus de similitudes avec l'ADN asiatique qu'avec celui des Européens ou des Africains. Mais encore une fois, les humains sont arrivés en Amérique des millénaires avant sa supposée découverte par Zhenghe et ses premiers Amérindiens seraient arrivés par le détroit de Bering qui était à l'époque le pont terrestre de Beringie, justement en provenance d'Asie, ce qui explique les similitudes d'ADN. Il s'agit donc toujours d'une théorie, et d'une théorie assez faible à cet égard. Le canular du diamant. L'or a été découvert en Californie en 1848, puis l'argent au Nevada en 1859. La découverte de l'or a entraîné l'une des plus grandes migrations de masse de l'histoire des États-Unis. Tout le monde se dirigeait vers l'ouest dans le cadre de la ruée vers l'or. Des gens voulaient trouver de l'or, des banquiers voulaient s'enrichir grâce aux chercheurs d'or, et des gens voulaient s'enrichir en vendant des outils, des brouettes et des bottes aux chercheurs d'or. Il se passait énormément de choses et tout le monde s'installait à San Francisco et dans les environs pour s'enrichir. Et à la même époque, de l'autre côté de l'Atlantique, une ruée vers les diamants avait lieu en Afrique du Sud. Les nouvelles ont fait le tour du continent et les gens ont commencé à se demander quand on trouverait des diamants en Amérique. C'est alors que 2 escrocs du Kentucky ont réalisé l'un des plus grands canulars de l'histoire de l'humanité. Philip Arnold et John Slack sont arrivés à San Francisco en 1871. Ils avaient avec eux un sac rempli de diamants qu'ils prétendaient provenir d'une mine de diamants inconnue. Ils entreposent leur butin à la Banque de Californie, mais ne révèlent pas l'endroit où ils ont découvert leur richesse. Il a fallu les convaincre, mais les investisseurs et les financiers finirent par les pousser à révéler l'origine de leur richesse. Ils sont partis de San Francisco pour se rendre dans le Wyoming. L'expédition était très éprouvante et Philip et John ont entraîné leurs compagnons de voyage dans un périple déroutant de 4 jours à travers la campagne. Mais lorsque le groupe arrive enfin sur le site mystérieux, il y a des pierres précieuses partout. L'évaluation initiale s'élève à plus de 150 000 $ de l'époque. C'était une très grosse opportunité et des hommes d'affaires comme Charles Lewis Tiffany et le baron Rothschild étaient très intéressés par l'avenir de la mine de diamants. Et après de très nombreuses discussions, Philip et John ont accepté de renoncer à leur intérêt dans le site pour 660 000 $. Cela représente environ 16,1 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui, ajustés à l'inflation. Mais tout ceci n'était qu'un canular. Philip et John avaient acheté des diamants bon marché à Londres pour 35 000 $. Ils les ont ensuite dispersés sur le site pour donner l'impression qu'ils regorgeaient de diamants. C'était l'un des canulars les plus audacieux jamais réalisés, et les 2 hommes ont réussi à s'en tirer. Philip retourna dans le Kentucky et devint banquier. Il mourut quelques années plus tard d'une pneumonie à la suite d'une fusillade avec un groupe bancaire rival. John, quant à lui, s'installe dans un endroit très tranquille à Saint-Louis et crée une entreprise de fabrication de cercueils. Il est ensuite devenu entrepreneur au Nouveau-Mexique où il s'est éteint paisiblement à l'âge de 76 ans. Adam et Ève et la CIA. Un livre précédemment classifié, récemment publié par la CIA, contient des affirmations très bizarres sur Jésus-Christ. Et je vous préviens, ce livre contient des affirmations complètement farfelues, mais là n'est pas la question. Le livre affirme que Jésus-Christ était un érudit indien et qu'il aurait même été enlevé par des ovnis.
Ah! Ouais, c'est complètement farfelu, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le livre s'intitule The Adam and Eve Story, ou l'histoire d'Adam et d'Ève, et a été écrit en 1966 par Chan Thomas, ancien membre de l'armée de l'air américaine. Et seules certaines parties ont été publiées lorsque des sections censurées ont été déclassifiées pour la première fois depuis plus de 50 ans. Dans ce texte, Thomas affirme que Jésus faisait partie de la tribu des Nagas dans le nord de l'Inde où il a passé 18 ans. 18 ans qui ne sont absolument pas mentionnés dans la Bible. La tribu Naga aurait dit que Jésus a vécu avec eux depuis la fin de son adolescence jusqu'à ce qu'il devienne un jeune adulte. Il aurait été étudiant et diplômé du temple de Nakal et il le considérait comme un véritable génie, un homme qui a facilement appris à parler et à écrire la langue locale. Ce qui est encore plus fou, c'est que pour certains spécialistes, cela ne serait pas si difficile à croire, car il y a des érudits qui pensent que Jésus a fait un grand voyage dans sa jeune vie, un voyage qui n'est pas documenté dans la Bible. Mais ensuite, comme toujours, Thomas prend une tournure un peu bizarre et commence à parler d'extraterrestres. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il prétend que Jésus a été enlevé par des extraterrestres le dimanche de Pâques après la crucifixion. Il l'aurait emmené dans leur vaisseau spatial et serait parti. Le livre est extrêmement bizarre, il y a aussi toute une partie sur le fait que l'histoire de la Genèse était en fait l'effondrement d'une civilisation qui vivait avant le déluge de Noé, et qui était lui-même un événement d'extinction. Thomas a également mentionné plusieurs membres de l'armée américaine et qui auraient été prétendument au courant de la vie secrète du Christ. Tout cela est un peu, voire beaucoup délirant. Mais pourquoi au juste la CIA aurait-elle classé un tel livre? Et pourquoi un ancien militaire aurait-il écrit une telle chose en premier lieu? Ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis et ailleurs, un petit groupe croit en ce livre et ses affirmations totalement farfelues. Le réseau d'espionnage Culper. Les forces britanniques ont occupé New York pendant une très grande partie de la guerre de l'indépendance américaine, l'utilisant comme base navale majeure. Et à partir d'août 1776, George Washington a désespérément besoin d'informations sur ce que faisaient les troupes britanniques. Mais c'était très difficile car il y avait très peu de moyens de suivre les mouvements des troupes jusqu'en 1778. C'est alors que l'officier de cavalerie Benjamin Talmadge met en place le réseau d'espionnage Culper. Il s'agit d'un petit réseau d'opérateurs qui travaillent à la collecte de renseignements. Abraham Woodhull était l'homme de l'intérieur qui faisait des allers-retours entre New York et Long Island, évaluant les manœuvres navales et trouvant des informations qu'il pouvait rapporter à Washington. Le réseau d'espionnage Culper s'est avéré être l'un des réseaux de renseignement les plus efficaces qui soient et la première véritable organisation d'espionnage. De 1778 à 1783, ils suivent les mouvements des troupes britanniques et transmettent les informations au général George Washington. Et leur plus grande réussite a lieu en 1780 lorsqu'ils ont découvert des plans britanniques visant à tendre une embuscade à l'armée française à Rhode Island. Sans le réseau d'espionnage Culper, l'alliance entre la France et George Washington aurait pu être détruite. Et la guerre aurait pu prendre une tournure très différente, peut-être avec la prise de contrôle des territoires continentaux des États-Unis par l'Angleterre. Et sans être nécessairement le précurseur de la CIA, le Culper Spy Ring a été le premier réseau d'espionnage important de l'histoire américaine. NASA et compagnie. En juillet 2016, un flux en direct de la NASA depuis la Station spatiale internationale s'est interrompu juste au moment où un objet très mystérieux est apparu. Avant que le flux ne s'éteigne, un objet lumineux est apparu et a lentement dégringolé dans le champ de la caméra. La nature de l'objet n'est pas parue clairement et comme vous l'avez peut-être deviné, il ressemblait beaucoup à une sorte de vaisseau, en tout cas selon la majorité des observateurs. Et juste avant qu'il n'entre dans le cadre de la caméra et qu'il ne soit entièrement visible, l'écran a clignoté et s'est éteint. Le porte-parole de la NASA, Daniel Huot, a déclaré que le flux n'avait pas été coupé délibérément, bien sûr. Il a expliqué que les caméras montées sur la Station spatiale internationale sont automatiques et lorsque la station passe hors de portée, le signal est coupé. Et lorsque le signal est perdu, les caméras clignotent sur un écran bleu et il n'y a plus rien à voir. Mais la station
passe régulièrement hors de portée des satellites de suivi et des relais de données. La NASA affirme que la coupure de la caméra à un moment aussi intéressant n'est qu'une coïncidence, mais tout le monde n'est pas d'accord. Nombreux sont ceux qui se sont indignés après la coupure du flux, affirmant que la NASA savait exactement ce qu'elle faisait. Et ces mêmes personnes pensent que le flux a été interrompu pour empêcher les téléspectateurs de voir ce qui était sur le point d'entrer dans le champ de la caméra. S'agissait-il vraiment de quelque chose d'intéressant ou peut-être l'objet n'était-il qu'un morceau de poussière spatiale? Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une comète, mais pour l'instant, on ne sait pas. La conspiration de Bielefeld. En Allemagne, il existe une ville nommée Bielefeld qui compte plus de 300 000 habitants. Cette ville possède une université et un ancien château, ce qui lui donne l'air d'une ville allemande typique, mais est-ce bien le cas? Selon la théorie conspirationniste de Bielefeld, la ville entière n'est qu'une illusion fabriquée par la CIA. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. En 1994, cette étrange théorie du complot est apparue sur un forum internet allemand et s'est rapidement répandue, attirant même l'attention des autorités de la ville. Même 30 ans plus tard, le maire de Bielefeld continue de recevoir des courriels de personnes remettant en cause l'existence de la ville. Et pour contrer cette idée absurde, le conseil municipal a lancé une campagne pour faire connaître sa ville et prouver son existence. En août 2019, ils ont même offert 1 million d'euros à quiconque pourrait fournir des preuves irréfutables que Bielefeld n'existe pas. La conspiration suggère que Bielefeld est entièrement illusoire. Et après tout, y êtes-vous déjà allé ou connaissez-vous quelqu'un qui en est originaire? Mais soyons francs, à moins que vous ne soyez originaire de cette région d'Allemagne, la réponse est probablement non. Mais il en va de même pour de nombreux endroits de la planète. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas personnellement vécu quelque chose que cela n'existe pas. Les amateurs de ces théories affirment même que la ville a été créée avec l'aide du Mossad et de la CIA, et comme justificatif de cette illusion, ils proposent tout et n'importe quoi. D'un vaisseau mère extraterrestre caché et une base gouvernementale secrète. Certains pensent même qu'Elvis Presley, Kurt Cobain et d'autres célébrités décédées se seraient échappés à Bielefeld et seraient toujours en vie. Ouais, c'est ça. La princesse Tizul. En 1969, un mineur de charbon travaillant au fond des mines près d'un petit village russe découvre un cercueil de marbre à près de 90 mètres de profondeur. Et à l'intérieur du cercueil se trouvait une femme flottant dans un étrange liquide rose-bleu parfaitement conservé. Et lorsque les mineurs russes ont ouvert le cercueil et vu la femme dans le liquide tourbillonnant, ils ont été choqués par sa beauté. Elle avait l'air d'avoir 30 ans et des yeux bleus brillants. Elle était vêtue d'une robe blanche très propre et cette femme, connue aujourd'hui sous le nom de princesse Tizul ou Tizulski, était si parfaitement conservée que les mineurs pensaient qu'elle avait l'air de dormir. Et selon l'histoire, la nouvelle de cette incroyable découverte s'est rapidement répandue. Un hélicoptère atterrit bientôt dans la mine de charbon et déclare que la zone est en quarantaine. Les autorités ont essayé de transporter le cercueil dans leur hélicoptère, mais il était trop lourd avec tout le liquide qu'il contenait. Ils ont donc pompé le liquide, mais cela a eu des conséquences inattendues. La belle femme dans le cercueil se serait décomposée dès que le liquide a disparu. Elle se serait ratatinée comme un vieux cadavre. Et lorsqu'ils ont remis le liquide dans le cercueil, elle a repris la forme d'une belle femme. Cela ressemble à un conte de fées, et malheureusement, c'en est probablement un, car il n'y a aucun moyen de vérifier ce qui s'est passé. La seule chose qui a été confirmée est qu'une mine de charbon a été exploitée près de ce village dans les années 60. Le reste de l'histoire provient toutefois d'articles non fondés et de rumeurs locales. Un professeur de Novosibirsk, qui aurait étudié la mystérieuse femme et son liquide rajeunissant, a affirmé qu'elle avait 800 millions d'années. Ça fait beaucoup là, non? Non, là vraiment il abuse. Elle serait donc plus vieille que le charbon dans lequel son cercueil a été retrouvé. Très dur d'y croire, mais l'histoire fascine tout de même toujours énormément de personnes. La pierre de Dashka. La pierre de Dashka, également connue sous le nom de carte du créateur, déconcerte les scientifiques depuis sa découverte en 1999. Certains experts ont estimé l'âge de la pierre à 120 millions d'années. Et cette pierre semble représenter une série de projets de génie civil. Elle indique 12 000 km de canaux et de barrages, et la pierre semble également couverte de notes hiéroglyphiques détaillant les différents canaux.
ces notations n'ont jamais été déchiffrées. Et ce qui est encore plus inhabituel, c'est que la carte semble avoir été réalisée à partir d'un point de vue aérien. En gros, c'est une sorte de plan, et donc la personne qui a créé la carte l'aurait fait en regardant d'en haut. Le mystérieux artefact a été découvert par des archéologues de l'université d'État de Bachkirie au fin fond de l'Oural russe. La tablette mesurait 15 cm d'épaisseur et près de 1,8 m de haut et pèserait environ 1 tonne. Elle semble être une carte topographique précise d'une région de l'Oural appelée Bachkirie. Et l'homme qui a découvert la pierre, Alexander Tchouvirov, l'aurait baptisée Dashka du nom de sa petite fille, née le jour même de la découverte. La pierre se compose de 3 couches principales. La première est constituée d'un composé céramique, la deuxième d'un verre de diopside enrichi de silicium, et la dernière couche est constituée d'un mélange de porcelaine et de calcium. Il est donc impossible que cette chose ait été créée dans la nature. Quelqu'un l'a donc fabriquée en utilisant les différents éléments pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Mais qu'en est-il de la datation de 120 millions d'années? Bien évidemment, c'est très loin de la réalité. La date a en fait été calculée à partir d'une paire de coquillages découverts dans la pierre. Les coquillages étaient enfermés dans la pierre, mais ils ont sûrement été rajoutés par quiconque l'a créé. Les coquillages ont peut-être été placés à l'intérieur de la dalle en guise de décoration. Une hypothèse plus raisonnable est que la tablette a été fabriquée il y a près de 3000 ans par une civilisation inconnue dans les montagnes de l'Oural. De nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, comment une civilisation ancienne a-t-elle pu créer une carte topographique aussi précise? Et comment ont-ils pu produire une vue aérienne presque aussi précise que Google Maps? Sans parler du procédé très avancé de la fabrication de la dalle en elle-même. Certains affirment qu'il s'agit d'une simple coïncidence et que ce ne sont que des traits dessinés au hasard. Les autres pensent que la carte ressemble à la Bachkirie, mais qu'il s'agit en réalité d'un ennuyeux morceau de roche tout à fait naturel. La momie sirène. En 2022, des chercheurs ont réfuté l'existence d'une sirène fossilisée qui captivait tout le Japon depuis des décennies. La sirène était conservée dans une boîte en bois scellée dans un temple japonais de la préfecture d'Okayama depuis le 19e siècle. Il y a une quarantaine d'années, les gens ont cessé de vénérer cette étrange momie, qui a ensuite été mise dans une boîte et conservée au temple. Mais avant que les gens n'idolâtrent ce monstre de foire dans sa boîte d'exposition en verre, il aurait été capturé par un pêcheur à la fin des années 1730. Les chercheurs n'ont jamais pensé qu'il s'agissait d'une véritable sirène. Et rien n'indiquait non plus qu'il s'agissait d'un ningyo, une créature mythique du folklore japonais. Une créature présentant à la fois des caractéristiques de poisson et d'être humain. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'une sorte de création macabre à la Frankenstein, composée de diverses parties d'animaux. Ils pensaient qu'il s'agissait du torse et de la tête d'un singe qui avait été cousu sur le corps d'un poisson. Il est possible que cela ait été fait pour créer l'image d'une sirène hideuse, probablement utilisée comme un canular pour gagner de l'argent par d'anciens forains japonais. Mais en 2022, des chercheurs de l'Université des sciences et des arts de Kurashiki ont ramené la sirène dans leur laboratoire. Bien sûr, ils ont d'abord demandé aux prêtres du temple s'ils étaient autorisés à le faire. Ensuite, ils ont étudié l'artefact effrayant en utilisant toutes les techniques à leur disposition. Ils ont utilisé des scanners à rayons X et des tomodensitogrammes, la datation au radiocarbone et même l'analyse ADN. Mais ce qu'ils ont découvert était encore plus étrange que ce qu'ils avaient prévu auparavant. Le torse n'appartenait pas à un singe, quelqu'un l'avait fabriqué avec beaucoup d'habileté à partir de tissus, de papier et de coton. Il a été peint avec un simple mélange de sable et de charbon de bois, puis le torse a été recouvert de poils d'animaux et d'écailles de poissons. Les mâchoires de la créature, quant à elles, proviennent d'un poisson prédateur et ses mains sont probablement celles d'un raton laveur. La datation a révélé que la créature avait été assemblée vers le début des années 1800. Les chercheurs de l'université pensent qu'elle a été fabriquée par quelqu'un qui voulait faire croire aux habitants de la région que les légendaires ningyo étaient bien réels. Et cette histoire n'est même pas très étrange pour le Japon. Il existe au moins 14 autres exemples de sirènes au Japon. Quelqu'un voulait vraiment que les gens croient en des créatures mythologiques à tête humaine. En effet, les ningyo étaient réputés pour avoir des propriétés curatives et celui qui a fabriqué les sirènes a dû faire fortune. Le mystère de la lèpre. La lèpre est une maladie ancienne que les scientifiques
n'ont jamais pu élucider. La lèpre est une énigme, une maladie infectieuse chronique causée par la bactérie Microbacterium leprae, ou plus simplement Bacille de Hansen. Dans la nature, l'un des seuls porteurs de la bactérie est le tatou à 9 bandes. Mais comment une maladie causée par un tatou quelconque a-t-elle pu conduire à l'une des affections humaines les plus dévastatrices jamais apparues? Ou mieux encore, comment un tatou d'Amérique du Sud a-t-il pu infecter des personnes en Europe, au pire, en Inde, où les premiers cas de l'histoire sont documentés? Vous avez probablement déjà entendu parler de la lèpre, mais savez-vous exactement ce qu'elle fait au corps humain? La lèpre s'attaque à la peau, aux nerfs et aux muqueuses. L'infection se traduit par des taches blanches dégoûtantes sur toute la surface de la chair, et les muscles de la personne atteinte s'affaiblissent et s'engourdissent. La personne finit par être frappée de paralysie, ce qui entraîne des infections et des lésions très graves des membres. Le premier cas, accepté comme une véritable description de la lèpre, a été enregistré en 1400 avant notre ère, quelque part en Inde. Mais même les scientifiques modernes ne savent pas comment la lèpre est apparue, ni comment elle se propage. Vous serez peut-être choqué d'apprendre qu'il n'existe même pas de moyen simple et fiable de vérifier si une personne est bel et bien atteinte de la lèpre. Chaque année, on dénombre environ 200 000 cas de lèpre, et la plupart des cas proviennent du Brésil, de l'Inde et de l'Indonésie. Et on pense que le Brésil est si atteint parce que les gens chassent toujours les tatous et mangent leur viande, et comme vous le savez, les tatous sont capables de propager la lèpre. Aux États-Unis, environ 250 nouveaux cas de lèpre sont recensés chaque année, mais on ne sait toujours pas exactement comment les Américains sont infectés. La propagation et la contraction de la lèpre continuent de déconcerter les experts jusqu'à nos jours. Mais certains scientifiques pensent que ce sont les êtres humains, les Européens, qui ont infecté les tatous avec la maladie il y a 500 ans. Mais je suppose qu'après avoir vu un virus de chauve-souris mettre le monde en pause, on ne s'étonne plus de rien. L'île d'Esvedra. Depuis que Platon a décrit la cité perdue de l'Atlantide vers 330 avant notre ère, celle-ci n'a cessé de fasciner et d'émerveiller. La description de Platon a toujours incité les spécialistes à penser que l'Atlantide existait près du détroit de Gibraltar, au bord de la Méditerranée ou dans l'Atlantique. Mais des affirmations plus récentes situent l'Atlantide en Antarctique, dans les Caraïbes et même en Turquie. Platon a cependant affirmé que l'Atlantide se trouvait quelque part près des côtes espagnoles et marocaines d'aujourd'hui. Et l'un des sites potentiels de l'Atlantide est l'île mystique d'Esvedra. L'île d'Esvedra se trouve à environ 3 km de la côte d'Ibiza, mais elle est aux antipodes de cette dernière. Alors qu'Ibiza accueille plus de 6 millions de touristes par an, Esvedra est véritablement une île fantôme. La plupart des gens n'ont même pas le droit de mettre les pieds sur l'île. Elle est inhabitée et interdite d'accès car elle fait partie d'une réserve naturelle. La faune y est très abondante, avec des lézards aux couleurs vives accrochés aux falaises rocheuses. Elle abrite également des mouettes et des faucons en voie de disparition et plus de 150 espèces végétales très rares. Et techniquement, aucune découverte n'est venue étayer la théorie selon laquelle l'île abritait autrefois l'Atlantide ou quelconque habitation humaine, mais il existe quelques légendes et rumeurs très intéressantes. L'une d'entre elles veut que l'île ait été le lieu de naissance de Tanit, une déesse très importante pour les Phéniciens. On dit également que l'île abritait des sirènes et des nymphes marines qui entraînaient les marins vers leur perte. Et certains marins ont même affirmé avoir vu d'étranges cercles de lumière émerger de la mer au large de l'île. Et selon un autre mythe, l'île était autrefois beaucoup plus grande et reliée à Ibiza. L'actuel Esvedra n'était que la pointe d'une énorme montagne avec l'Atlantide en contrebas. Mais il y a 15 000 ans ou 12 000 ans, le niveau de la mer aurait monté et l'Atlantide aurait coulé. Et aujourd'hui, tout ce qui resterait du continent supposé, ce sont les falaises rocheuses et escarpées d'Esvedra, les cercles de Junapani. Junapani est une région préhistorique de l'État indien du Maharashtra. C'est un endroit assez ordinaire composé de vastes champs verts et de beaucoup de rien. Mais il abrite également quelques 300 cercles de pierre déconcertants que les scientifiques n'ont jamais pu élucider. Les fouilles ont commencé en 1879 et les archéologues ont trouvé toute une série d'objets étranges. Ils ont découvert des poignards en fer, des bracelets, des burins en fer, une grande variété d'outils aléatoires.
Les chercheurs ont également découvert des morceaux de poterie noire et rouge, ainsi que des sépultures, bien qu'elles n'aient pas fait l'objet d'études approfondies. Seule la moitié environ des cercles de pierre de Junapani a fait l'objet de la moindre étude. Mais la plupart d'entre eux se trouvent dans la brousse et disparaissent lentement dans l'obscurité. Les premières traces d'occupation humaine dans la région remontent à environ 1000 avant notre ère, époque à laquelle les cercles de pierre mégalithiques ont commencé à être construits. La datation suggère qu'une culture est apparue il y a 3000 ans et s'est lancée dans la construction de cercles de pierre. Ils ont finalement terminé après 1300 ans et le cercle de pierre le plus ancien de tous date de 300 de notre ère. Mais le qui et le pourquoi restent les plus grands mystères non résolus. Les archéologues ne savent pas si les cercles de pierre étaient utilisés pour l'astronomie ou la cosmogonie. Certains cercles contiennent des restes humains et des objets funéraires, mais il est difficile de savoir s'ils ont tous été utilisés spécifiquement pour des enterrements ou bien ce n'est que bien plus tard que des personnes y ont été enterrées. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ces cercles de pierre sont toujours en usage. Les chercheurs ont trouvé des collections de plumes de poulet au hasard près des pierres, ce qui signifie que les gens reviennent dans les cercles pour mener des rites, et ce, même à l'époque moderne. Le château de Pennard. On ne sait presque rien du mystérieux château de Pennard dans le sud du pays de Galles. L'histoire du château s'est perdue dans le vent du temps et tout ce qui reste aujourd'hui, ce sont les briques et les pierres qui ont été utilisées pour construire la structure, ainsi que quelques murs qui semblent pouvoir s'écrouler à tout moment. La plupart des historiens s'accordent à dire que le château a probablement été construit au XIIe siècle de notre ère. Un petit village s'est alors développé autour du château, mais il n'en reste quasi rien aujourd'hui. Le seul signe de l'existence du village est le mur d'une église en ruine. Le château d'origine n'était guère plus qu'une fortification en bois avec un donjon primitif en pierre. Il a peut-être été construit par Henry de Beaumont, le premier comte de Warwick, mais ça ne reste qu'une supposition. En 1400, le château de Pennard était déjà abandonné. Toute la région s'était transformée en une sorte de village fantôme sans que l'on sache ce qui avait effrayé tout le monde. Les archives ne mentionnent aucune attaque contre le château, mais une légende locale est liée à un groupe de fées. Le propriétaire du château aurait refusé aux fées locales le droit de danser à son mariage, si bien que les fées auraient envoyé une tempête pour détruire l'édifice. Une montagne de sable sortit alors de la mer et mit le château en pièces. Le baron et tous les autres habitants furent alors contraints de fuir. Et la légende est probablement inspirée de ce qui s'est réellement passé. Les experts pensent que les dunes de sable ont très lentement envahi le village et le château jusqu'à ce que toute la région devienne impossible à habiter. L'hybride. En 2018, des chercheurs ont découvert dans les montagnes de l'Altaï, en Sibérie, les restes squelettiques d'un enfant à l'intérieur d'une grotte. Il ne s'agissait pas d'un squelette complet puisqu'il ne restait qu'un seul os et quelques dents. Néanmoins, les chercheurs ont pu avoir recours au séquençage ADN pour découvrir une vérité complètement choquante au sujet de l'enfant. L'os et les dents appartiennent à une jeune fille ancienne qui est toujours le seul hybride connu de l'histoire. Cela veut dire qu'elle est née de deux espèces humaines distinctes. Son père était un ancien Denisovin, mais sa mère était une néandertalienne. Et la grotte où ces restes ont été découverts était peuplée de néandertaliens. Mais personne ne sait ce que cela signifie. Les néandertaliens et les Denisovins étaient des types d'humains totalement différents. Ils se sont séparés l'un de l'autre sur l'arbre de l'évolution il y a environ 400 000 ans. Les scientifiques savent qu'il y a eu une reproduction entre les espèces, mais jusqu'en 2018, ils n'en avaient jamais trouvé la preuve définitive. Il est difficile de trouver la moindre preuve de l'existence des Denisovins, car les seuls fossiles les concernant ont été collectés en Sibérie, alors que les néandertaliens ont été découverts dans toute l'Europe. Les scientifiques ont surnommé l'enfant Denis, mais la raison de sa naissance reste une question sans réponse. L'ADN des néandertaliens et des Denisovins est si différent qu'il est facile de les distinguer lors de l'analyse des restes anciens. Il est très peu probable qu'ils se soient fréquemment croisés, sinon leur ADN se serait rapproché. S'agirait-il donc d'une histoire d'amour interdite entre deux espèces humaines disparues il y a 90 000 ans, une sorte de Roméo et Juliette primitif?
Et ce qui a été découvert dans ces tunnels sous la jungle amazonienne a laissé les scientifiques sous le choc. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.